Salam alaikum. Dames et messieurs, bonjour. Dans ce modeste travail, je vais vous présenter l'essentiel des résultats obtenus dont l'intitulé est Magnétorésistance Thermomagnetic Fluctuation in Italian Fluoride Doped BIPV 2212 Superconductor. Bien sûr, ce travail est réalisé par moi-même, Saoud El Abdelmalek. Donc, ce travail aussi est réalisé dans le laboratoire l'Inde de l'université de Gigel et au département de physique de l'université de Bolu en Turquie. Dans ce travail, nous avons étudié l'effet du dopage par TLF3 dans la phase BI212 sur les propriétés structurales, microstructurales et électriques. Pour une bonne étude de phénomènes dissipatifs dû à l'effet thermomagnétique, on a appliqué deux modèles différents, le modèle d'Arrhenius et le modèle d'Anderson concernant bien sûr la transition résistive. Les échantillons de la composition générale suivante sont établis par la réaction de l'état solide avec les teneurs suivants x égale à 0, 0,05 et 0,10 en TLF3. Donc la caractérisation des échantillons, donc on a débuté par la diffraction des rayons X, microscope électronique à balayage, mesure de résistivité sur différents champs magnétiques. Résultats et discussions. Commençons par la première technique diffraction des rayons X. Donc les trois diagrammes montrent que les échantillons sont bien cristallisés et que la phase BI212 est majoritaire, bien sûr, après affinement des paramètres de Maille et indexation des pics. Donc il est clairement montré que les pics les plus intenses, la 0,02, la 0,08 jusqu'à la 0,012, sont caractéristiques de la phase principale BI212 avec la présence des traces, quelques traces de phase secondaire telles que la PB2O3, la BI2201 et la SLCE-CO. Après affinement des paramètres de Maille par logiciel Java 2006, nous avons obtenu les trois diagrammes d'affinement suivants dans la figure 2. Donc les valeurs de paramètres de Maille, ABC, volume de la Maille, les facteurs d'agrément RP, RWP ainsi que le goodness of fit sont présentés dans le tableau 1. La phase BI212 est affinée sous un groupe d'espace qui est la BB1B. La précision d'affinement des paramètres de Maille est de l'ordre de 10 puissance moins 4. Les diagrammes montrent la superposition des spectres calculés et observés. Pour la deuxième technique, la microscope électronique à balayage. Donc, concernant l'analyse microstructurale, les images MUB montrent la morphologie de surface des échantillons. Donc, la photographie de l'échantillon non dopé montre une très bonne homogénéité dans la forme, la taille, la distribution des grains. Dans l'échantillon, contrairement à l'échantillon X égale à 0,05 et 0,10, l'effet du dopage par TLF3 sur l'augmentation de la taille des grains jusqu'à environ 20 microns, ainsi que la forme des grains qui est devenue aplatie est très apparente. Il y a aussi une augmentation de la porosité due aux distributions aléatoires des grains. À travers la troisième technique de caractérisation qui est la mesure électrique, la figure 4 montre une très belle transition supraconductrice dans tous les échantillons. Ces courbes-là sont tracées selon le modèle d'Arrhenius. On remarque un élargissement de la zone de transition avec l'augmentation du champ magnétique de 0 à 1,5 Tesla. Nous pouvons expliquer ça, bien sûr, par l'effet des liens faibles ainsi que la présence des phases secondaires dans l'intergranulaire. À partir des courbes de résistivité, nous avons pu faire sortir tous ces grandeurs supraconducteurs tels que qui sont présents bien sûr dans le tableau 2, qui sont la TC on, température critique on, température critique off, la delta TC, la résistivité normale, la résistivité résiduelle et l'énergie d'activation. Et l'énergie bien sûr d'activation. Donc la figure 5 montre la variation, comme vous voyez, de la TC off et de la delta TC en fonction du dopage sous différents champs magnétiques. On remarque une augmentation de la TC on de ρ0 et ρn en fonction du dopage. Donc elle est bien montrée dans le tableau.
Aussi, l'énergie d'ancrage de vortex est améliorée avec le dopage. Donc, en concluant, la meilleure valeur obtenue pour toutes ces grandeurs est enregistrée dans l'échantillon avec x égale à 0,10 en TLF3. Autrement dit, le dopage par une teneur de 0,10 améliore les propriétés supraconductrices des échantillons. La figure 6 montre l'effet du champ magnétique et du dopage par TLF3 sur la variation de l'énergie d'activation. U0 est calculé par le modèle d'Arrhenius dans la région TAFF, Thermal Activated Fixed Flow. Donc il y a d'autres régimes bien sûr. D'après la figure 6, U0 diminue de façon remarquable avec l'augmentation du champ au moment où la dissipation d'énergie augmente. Cela dit, l'application du champ magnétique favorise le mouvement. Dans le but de mieux comprendre le comportement dissipatif de l'échantillon lors du passage du courant électrique et sous application du champ magnétique, on a appliqué le modèle d'Anderson expliqué par les relations suivantes. Donc commençons par la relation 1, d'où la TG, température de transition, la température vitreuse. S, c'est la composante critique universelle de la transition vitreuse. Donc, l'avantage principal du modèle présenté apparaît dans sa description détaillée et cohérente de la dépendance de la transition résistive au champ magnétique. Les courbes des trois échantillons présentés dans la figure 6 à différents champs magnétiques sont tracées en utilisant l'équation 3 pour déterminer la température TG de la pente. Après, on remplace bien sûr les valeurs déterminées de TG dans l'équation 4 liée à l'équation de correction pour tracer ces trois courbes suivantes et déterminer encore une fois la valeur de TG et S par l'extrapolation de la droite. À la fin, on remplace ces valeurs-là dans la relation 5. Donc, c'est la relation, là, c'est l'équation générale. La figure 8 montre les courbes de l'énergie d'activation U0 de l'échantillon non dopé sous champ obtenu à partir de l'équation 5. Donc, la température critique TC et TG sont déterminées par l'extrapolation de la droite de la pente des courbes U0. Donc, le croisement de ces droites avec l'axe des abscisses et la droite, comme vous voyez, KBT. U0B est déterminé à partir de la pente de la relation suivante, U0, elle est montrée dans la figure, U0 BT qui est égal à 0B fois 1 moins T sur TC, donc elle représente la pente de cette courbe. Le tableau 2 montre la valeur des grandeurs ρ0, ρ0, TC, TG, U0, etc. à différents champs pour tous les échantillons. Donc, on remarque que la température critique augmente en fonction du dopage avec le TLF3, ainsi que l'énergie d'activation, elle augmente aussi avec le dopage, mais elle diminue en fonction du champ magnétique. Elle diminue en fonction du champ magnétique. Il y a quelques remarques concernant bien sûr la température critique déterminée par le modèle d'Arrhenius et celle d'Anderson. Donc il y a une correspondance pour l'échantillon 0, mais il y a une large différence dans les autres échantillons. L'application du modèle d'Anderson sur les deux échantillons X005 et 010 n'est pas réussie complètement vu l'allure de ces courbes. Donc à travers ces courbes-là, on a pu estimer certaines grandeurs comme la TG, l'énergie d'activation, mais pour la TC critique, elle a pris des valeurs, si vous voulez, non significatives, comme elle est bien montrée dans le tableau 2. Donc ces valeurs, ils sont grands, parce que si vous voulez, d'après la littérature bien sûr, la température critique de la phase BI de N2, elle est aux environs de 80 degrés Celsius. Donc le problème peut être dû aux valeurs élevées de la résistivité résiduelle ρ0 et aux celles de la composante S. Et merci pour votre
et merci pour votre attention.